Vous savez à quel point nous adorons les histoires de vie chez Oser rêver sa carrière. Eh bien justement, en parlant d'histoire de vie, je vous propose aujourd'hui, avant d'écouter mon invité du jour, de découvrir le podcast de Fed Légal, cabinet de chasse de tête spécialisé dans le recrutement juridique et fiscal, qui s'appelle Voix d'entrepreneur du droit. Parce que devenir entrepreneuse ou entrepreneur du secteur du droit, c'est le résultat de parcours, de trajectoires, d'histoires de vie que vous découvrirez justement dans ce podcast. Vous pourrez y écouter les témoignages de notaires, d'avocats, de directeurs juridiques et fiscaux, de juristes sur les difficultés rencontrées, les échecs qui leur ont été bénéfiques, leur rôle et leur mission ainsi que leur progression. C'est au micro d'Audrey Deléris que vous partirez à la rencontre de femmes et d'hommes qui mènent leur carrière en véritables entrepreneurs du droit. Abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée et préparez-vous à découvrir cet univers fascinant. Mon invitée du jour s'appelle Élise et je peux vous dire qu'elle connaît aussi bien l'art de se réinventer que celui de combattre l'adversité. Élise était avocate lorsque je l'ai rencontrée et accompagnée. Depuis, elle a changé de métier, mais en restant dans le même environnement, à savoir l'avocature. Élise est en effet devenue directrice de la communication et du marketing, d'abord dans la Legal Tech, puis chez Square, cabinet d'avocats. Entre sa vie d'avocate et sa nouvelle vie de directrice com et marketing, le chemin n'a pas été un long fleuve tranquille et a été jalonné de changements, petits ou grands. Un tour du monde qui a dû se finir un peu plus tôt à cause du Covid, l'arrivée de 2 petits garçons magnifiques, du bénévolat auprès de détenus en prison et un grand combat, celui de son papa arbitrairement incarcéré depuis plus de 4 ans à Madagascar. Ce combat, Élise vient de le gagner, j'en ai des frissons et c'est avec une profonde émotion que je reçois aujourd'hui Élise la tenace et qui va vous raconter ses cheminements. Hello Élise. Salut Marina. Quel plaisir de t'avoir en ce jour. Non, mais merci pour ton invitation, surtout dans ce moment très particulier, effectivement, que tu viens de mentionner dans ton intro. Je souris en t'écoutant, je trouvais ça très sympa ce que tu disais, mais effectivement, comme mon père vient d'être libéré, je suis vraiment dans un état d'euphorie particulier pour notre échange. Eh ben, écoute, je suis très contente que tu sois dans cet état d'euphorie. C'est tellement mérité. J'avais pas prévu, Élise, au départ, quand j'avais préparé l'épisode, de démarrer par l'affaire Apollo 21, par l'affaire de ton papa. Évidemment, quand j'ai su que ça y est, il était enfin libéré, au-delà de l'émotion est énorme, et je peux même pas imaginer ce que ça peut représenter pour toi. Je me suis dit, bon, bah là, voilà, il faut démarrer par ça. Est-ce que tu es OK, Lise, pour raconter l'histoire de ton papa et cette affaire Apollo 21? Oui, bien sûr. Alors l'idée, c'est pas que je vous en parle, enfin que je t'en parle trop longtemps, parce qu'en fait, dans le fond, je pense que tout le monde se fiche un peu de savoir concrètement, alors non pas forcément qui est mon père, ni ce qui s'est passé concrètement dans cette affaire, mais je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, en tout cas à ton micro, c'est plutôt que je raconte en fait ce que ça représente pour un proche d'un otage politique, et bien voilà, de mener ce type de combat. Donc c'est plutôt peut-être de ça que je peux parler. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Bien sûr. Oui, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est ton, comment dire, ta posture à toi. oui, bien sûr. Moi, tu vois, je parlais de ténacité et Ouais. je disais, je trouve que c'est un mot qui te représente parfaitement bien. Tu commences à me connaître, donc là, je te laisse. Ben oui, quand même. Non, mais alors, c'est vrai que, bon, il y a une chose qui est certaine aujourd'hui. Alors, je vais revenir un peu après sur la jeunesse de cette affaire, mais aujourd'hui, donc, mon père vient d'être libéré, et le sentiment que j'ai avant toute chose, au-delà effectivement du soulagement qu'on peut légitimement imaginer dans pareilles circonstances, mais la première chose que je ressens, très franchement, c'est que je suis fière, en fait. Je suis fière de moi. Je suis fière d'avoir tenu pendant tout ce temps. C'est quand même quasiment 4 ans et demi. Bien sûr. D'une lutte, d'un combat qui a été vraiment acharné, éreintant à tout point de vue. C'est vraiment un combat protéiforme sur des tas d'aspects, sur la logistique, financièrement, humainement, affectivement, enfin, c'est vraiment un combat protéiforme, et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis très fière non seulement d'avoir tenu, et puis en plus d'avoir gagné, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai quand même obtenu ce que je voulais, j'ai permis à mon père de retrouver sa liberté, et c'est incroyable. Alors après, cette affaire, c'est une affaire comme probablement tant d'autres d'une certaine façon. Mon père, qui est donc franco-malgache, s'est fait arrêter arbitrairement par les autorités malgaches à Madagascar le 21 juillet 2021. Oui. Et il a été rapidement accusé d'avoir, soi-disant, fomenté une tentative de coup d'État visant notamment à assassiner Andry Rajoelina, qui était à l'époque le président de la République malgache.
À partir du 21 juillet 2021, mon quotidien a considérablement changé, puisque je suis devenue la fille de l'ennemi public numéro un. Et que, étant sa fille, son aînée, ancienne avocate vivante à Paris, j'ai en fait un peu naturellement pris la tête du combat à mener pour sa libération. Sachant que donc quelques mois après son arrestation, il a été condamné à l'issue d'un procès que je n'ai même pas envie de qualifier ou sur lequel je n'ai même pas envie de revenir tellement ce n'était pas un procès. En tout cas, pas un procès tel qu'on l'entend dans un pays comme la France. Mais bref, il a été condamné à 20 ans de travaux forcés et il a purgé donc sa peine depuis cette date-là dans 2 établissements pénitentiaires. Le premier pendant quasiment 3 ans et demi dans une maison de force qui s'appelle Tiafa, dans laquelle il a au début, enfin en tout cas la majeure partie de sa peine, vécu seul, enfermé dans une cave dans le noir, sans accès à des toilettes, sans accès à finalement rien du tout. Et dans un second temps, il a été placé dans un dortoir collectif. J'ai d'ailleurs fait passer des images sur LinkedIn il y a quelques mois du dortoir collectif en question, qui sont franchement difficiles à regarder. Et puis plus récemment, en tout cas en août dernier, pour être très précise, j'avais réussi à le faire transférer dans un autre établissement pénitentiaire malgache qui était, on va dire, moins terrible, mais qui tout de même ne le nourrissait pas, fonctionnait sur un système de corruption assez élevé. Et donc voilà les conditions dans lesquelles il a vécu pendant ces plus de 4 ans, enfin 4 ans et 3 mois pour être précise. Et c'est vrai que moi, de France, j'ai eu 2 combats à mener en réalité, 2 combats en un. Le premier combat, c'était d'assurer sa survie. Parce que comme je vous l'ai dit, comme je te l'ai dit, la prison ne le nourrissait pas. Il a été malade. Enfin, vous imaginez que dans une geôle, dans le noir, seul, enfermé. Enfin, vraiment, il a fallu que vraiment, littéralement, que j'assure sa survie. Donc ça entraîne des tas de défis, ne serait-ce que pour faire apporter de la nourriture. En fait, jusqu'à lui, c'était un vrai défi logistique. J'ai dû mettre en place un réseau au sein de la prison, un réseau de corruption en plus nécessairement, puisque rien ne se fait là-bas sans qu'on paye. Et l'autre combat, c'était de mener toutes les démarches pour qu'on puisse le faire libérer. Le combat étant politique essentiellement, dans la mesure où mon père étant un otage politique, ça se jouait essentiellement sur ce terrain-là et pas sur le terrain du droit. Voilà. D'accord. Ouais, ouais. Bon, c'est dans les grandes lignes évidemment, mais c'est vrai que bon, j'ai fini par obtenir ce que je pouvais espérer de mieux, c'est-à-dire que mon père a été gracié. On espérait dans un premier temps un transfèrement, donc le mot est un peu horrible d'ailleurs, mais le transfèrement, c'est quand le détenu est rappelé par son pays d'origine pour venir purger sa peine dans son pays d'origine, donc en l'occurrence la France. Donc il aurait pu, et ça aurait été en soi une hypothèse dont je me serais finalement satisfaite, qu'il purge la fin de sa peine dans une prison en France. J'aurais pu aller le voir, lui présenter mes enfants, etc. Mais là, c'est même mieux, c'est-à-dire qu'il a été gracié, la justice a été rétablie, il est libre. Et c'est vraiment... c'est une victoire, en fait, que... Enfin là, je te parle, ça fait 2 jours qu'il est gracié, je l'ai pas encore retrouvé. Je savoure pas encore totalement, en fait, cette victoire. Bien Voilà. sûr. Tu restes Mais dans ça va venir. l'attente. Je pense que pour moi, pour être très précise, en fait, je pense que ce chapitre de ma vie va vraiment se refermer, enfin se clore, quand je le verrai en face de moi, Oui, que je pourrai le toucher, bien sûr. que je l'aurai présenté à mes fils, Ouais. et ensuite qu'il pourra écrire le reste de sa vie, ça ne m'appartient plus. Mais mon combat, voilà, mon combat, moi, s'arrêtera vraiment à ce moment-là. Bon, d'une certaine façon, voilà, c'est déjà gagné presque, mais je pense que je passerai à l'étape suivante de ma vie, définitivement, quand je l'aurai vu. Oui, ouais, ouais, je comprends. Tu sais à peu près à quel horizon, Élise, tu vas peut-être pouvoir le serrer dans tes bras? Alors c'est difficile de te dire parce que, comme tu as dû voir dans l'actualité malgache, il y a un coup d'État en ce moment à Oui, Madagascar. Enfin, un coup d'État. Je ne vais même pas le qualifier de coup d'État, mais on va dire qu'il y a un grand phase d'instabilité politique actuelle avec le régime qui s'est effondré, les militaires qui viennent de prendre le pouvoir. Donc bon, on comprend aisément pourquoi quand même j'ai pensé à mentionner le coup d'État. Et donc, compte tenu de ce contexte instable et compte tenu aussi du fait que mon père est quand même un drôle d'oiseau, je ne sais pas encore quand il sera là, mais je pense qu'il sera là début novembre. Voilà. Donc dans quelques semaines finalement, dans moins d'un mois, je l'espère. dans moins d'un mois. Oui, et c'est ça aussi qui est fou parce que tu le disais, entre le moment où ton papa a été incarcéré et maintenant, il s'est passé aussi en parallèle déjà du combat que tu menais, beaucoup de choses, un changement de voix, des remises en question, Mm. Ouais, des... ouais. C'est vrai que c'est incroyable. C'est vrai que les 4 dernières années, quand j'y pense, alors en soi, ce seul combat aurait pu suffire à dire que ma vie a été intense, mais en fait, en fait, pas tout à fait. Oui, il n'y a pas eu que ça. Et puis en plus, je trouve que ce genre de combat, alors après, on pourra revenir sur les autres aspects que tu mentionnais, mais ce type de combat, moi aussi, m'a fait grandir sur plein d'aspects. Déjà dans ma relation à mon père, sur les raisons pour lesquelles aussi on mène ce genre de combat. Parce que évidemment qu'il y a eu des moments de doute
évidemment que j'ai eu des moments de découragement. C'est un combat qu'on mène essentiellement seul. J'ai bénéficié de plein de soutien, bien sûr, mais en fait, on est seul quand à 3 heures du mat, vous recevez le message d'un détenu qui est dans la même prison et qui vous dit qu'il pense que votre père est mort dans sa geôle et qu'il faut, enfin, en fait, dans tous ces moments-là, on est seul. Et donc, ça m'a vraiment amené à me questionner vraiment sur le sens de tout ça, sur les raisons pour lesquelles on peut soutenir un ascendant de cette façon-là, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Enfin bon, il y a eu vraiment un grand travail que j'ai, par la force des choses, mené sur moi, parce que j'étais moi-même prise en otage en fait dans cette affaire. Hein. Je m'en serais franchement bien passée. Mais en parallèle, voilà, comme tu l'as dit, j'ai changé de voie. Enfin, je me suis reconvertie. Ça s'était déjà un peu amorcé avant, mais j'ai depuis changé de travail. J'ai eu 2 petits garçons extrêmement rapprochés. J'étais d'ailleurs enceinte de mon premier quand mon père s'est fait arrêter. J'ai accouché la semaine de sa condamnation. Enfin, vraiment, quand j'y repense, je sais même pas comment j'ai fait pour gérer tout ça. Puis j'ai eu un deuxième enfant juste après, en fait, un deuxième garçon. Puis il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées en fait dans ma vie. Et c'est vrai que oui, on peut dire que ce furent 4 années et demie très intenses. Et j'imagine, je ne peux pas évidemment me mettre à ta place, mais j'imagine l'intensité et le yo-yo émotionnel que tu as dû vivre et que tu continues à vivre parce que là, les émotions sont sacrément bousculées. Élise, je vais refaire un tout petit peu la genèse de ton parcours professionnel. Bon, tu as réussi tes études de droit à la base, tu fais HEC ensuite de mémoire, des stages dans des cabinets prestigieux. Hein. Je me souviens qu'il y avait Linklaters, Bredin, Ouais, ouais, c'est ça. et c'est C'est ça, ouais. ça. Et tu démarres par une collab, ta carrière en tant qu'avocate en droit de la concurrence chez j'ai envie de dire le fameux Darrois, parce que c'est vrai que là, c'est Darrois, je pense à Darrois Bredin, évidemment, à l'époque, en tous les cas, à mon époque, à moi, en tous les cas, écoute, c'était vraiment c'était des Graals. Voilà, les deux étaient des Graals. Comment se passe ta première carrière, donc d'avocate chez Darrois? Juste par rapport à ce que tu disais là, ça me fait sourire aussi. Alors c'est vrai que, enfin bon, bien sûr, la place du marché des cabinets d'avocats français, parisiens évolue bien sûr, hein, mais même aujourd'hui, alors que beaucoup de choses ont changé, que le cabinet d'Arwa n'est plus le même, je persiste à penser, à dire, alors non pas pour m'envoyer des fleurs parce que j'y ai commencé ma carrière, mais je persiste quand même à penser que DVMB, enfin Darrois Villemaille Brochet, c'est quand même, je pense, le plus beau cabinet de France. Enfin, voilà. L'excellence, est-ce qu'on pourrait le qualifier comme ça? Pardon, j'ai pas entendu ce que tu disais. Est-ce que tu le qualifierais par le mot excellence? Oui, non, mais bien évidemment. Enfin, c'est sûr que c'est un cabinet d'excellence. Après, plein d'autres cabinets se caractérisent aussi par leur excellence. Mais Darrois, c'est l'élite, en fait. Je veux dire, c'est la Rolls-Royce. Enfin, il y a un moment, il faut dire ce qui est. Bon, voilà. Et c'est un cabinet aussi qui, à mes yeux, a plein d'autres limites. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je travaille de nouveau dans un cabinet d'avocats et certainement pas Darrois. Enfin, certainement pas DVMB, parce que on dit Darrois à chaque fois, mais enfin, bon, C'est vrai, t'as le raison. nom, c'est plutôt DVMB. Mais bon, on pourra y revenir. Mais en tout cas, voilà. Enfin, je voulais juste te dire que, à mes yeux, ça reste toujours aujourd'hui effectivement un cabinet au-dessus des autres à bien des égards. Voilà. On peut Mais dire ça comme ça. oui, je comprends, je Tu comprends. vois? Ouais, ouais, je comprends parfaitement. Et Euh, c'est les échos qu'on a aussi, nous, hein, quand on entend parler du cabinet, toujours aujourd'hui, la réputation, elle demeure fondamentalement excellente. Ouais, c'est sûr. Et puis vraiment, je pense que ça correspond aussi à, enfin, pas qu'aussi d'ailleurs, essentiellement à un niveau de compétence des avocats qui sont dans le cabinet. Enfin, voilà. Bon. Mais alors, du coup, donc ta question, pardon, je t'ai fait cette précision, cette petite incise sur ma perception du cabinet d'Arwa aujourd'hui, mais c'était, tu voulais que je te parle de ma collaboration à l'époque, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, comment tu vis tes premières années en Ah tant que... oui, oui, oui. Alors ça, franchement, c'est quand je repense à mes années chez Darrois, donc j'y suis restée, je crois, quasiment 5 ans. C'est très ambivalent comme souvenir. Bon, quand même, ce qui prédomine, c'est que je sais que j'ai été formée dans ce cabinet. J'ai été bien formée et c'est des années qui ont été déterminantes en fait. Qui ont été déterminantes pour des tas de raisons, à la fois sur ma vie personnelle, la suite de ma vie professionnelle aussi. Mais c'est des années que je n'oublierai jamais et qui ont été d'une telle intensité que pour rien au monde je regretterais en fait d'être passée par là, d'en être passée par là. Franchement, enfin, je veux dire, et pourtant enfin, pardon de le dire comme ça, mais j'en ai chié. Enfin, j'en ai chié, j'ai souffert chez chez Darrois. Ma sortie du cabinet ne s'est pas faite en douceur, mais je ne regrette vraiment rien. Donc, à ce moment-là, tu as envie, enfin, t'es sorti, tu sais pas exactement ce qui va se passer. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et auditrices qu'est-ce qui a fait que, bien que dans justement un cabinet prestigieux, avec du coup une très bonne école dans le cadre d'une première collab, Mm. qu'est-ce qui fait que petit à petit tu t'interroges Ouais. et tu décides finalement de voguer vers d'autres horizons?
Bah alors déjà, en fait, un truc qui me revient là en te parlant, c'est que je me souviens très bien quand j'ai commencé chez Darrois, je me souviens très bien avoir dit à mon père d'ailleurs, qui me félicitait parce que j'avais eu mon truc, bon voilà. Je me souviens lui avoir dit, mais de toute façon, papa, en fait, je ne ferai pas ma vie dans ce genre de cabinet. Donc il y avait quand même un truc déjà où je devais sentir que, bon, j'avais probablement d'autres horizons qui m'attendaient. Ce qui est sûr, c'est que pendant toutes ces années, même si effectivement je gagnais bien ma vie, j'ai bossé avec un avocat mais fabuleux, enfin Igor, bon, qui est un sacré personnage, hein, lui aussi, mais vraiment, enfin, Et oui, tu m'en parlais, je me souviens. ah ouais, non, mais Igor, en fait, voilà, Igor, c'est mon premier patron, c'est l'homme qui m'a formé, c'est l'homme qui m'a aussi donné ma chance avec Didier, hein, qui était aussi dans l'équipe. Mais, enfin bref, c'était incroyable de travailler aux côtés de quelqu'un comme lui. Maintenant, il y a quand même plusieurs choses qui vont pas, enfin, qui n'allaient pas. Déjà, le rythme, voilà, je respecte ceux qui souhaitent consacrer leur vie professionnelle à ce type de structure, mais en fait, moi, dans ma vie, j'aspire à plein d'autres choses. J'ai toujours fait plein de choses à côté de ma vie professionnelle. C'est pas possible, on peut pas être partout. Moi, j'ai pas le don d'ubiquité. Enfin, je veux dire, voilà, personne ne l'a. Donc, il y a forcément un plan sur lequel ça pêche quand on travaille autant et que par ailleurs on veut une vie de famille, et que par ailleurs on a des amis et que par ailleurs on fait du sport et qu'on a des engagements associatifs, bénévoles divers et variés. Donc, c'était pas possible pour moi compte tenu de la vie que je voulais avoir. À l'époque, j'avais pas encore d'enfants de rester dans ce genre de structure en ayant une vie équilibrée. Donc ça, c'est le premier truc quand même qu'à mon avis, je pressentais déjà en arrivant. La deuxième chose, c'est quand même en termes de sens. Enfin, je l'ai déjà dit d'ailleurs, ça, mais j'étais avocate en droit à la concurrence. Franchement, je défendais pas la veuve et l'orphelin. J'adorais intellectuellement ce que je faisais, mais c'était pas, enfin, c'était tellement éloigné des préoccupations en fait qui sont vraiment les miennes, quoi. Enfin, des choses qui m'importent réellement dans la vie. Et pourtant, à l'époque. Voilà, mon père n'était pas incarcéré, comme je le disais avant, j'avais pas d'enfant, j'étais pas encore, enfin j'ai commencé à être bénévole ici en prison à la fin de ma collaboration, mais en tout cas voilà la grande partie de ma collaboration j'étais pas bénévole, mais malgré tout je sentais que, enfin franchement consacrer autant de temps à un truc qui représente si peu en termes de sens, il y a quand même un truc qui va pas. Dysfonctionne. Ouais, ouais. Donc voilà, donc petit à petit, puis après il y a eu deux trois éléments un peu déclenchants, mais enfin déclencheurs, mais voilà, je suis partie et donc j'ai démissionné sans rien avoir après en fait. Oui, 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 je me souviens très bien de cette période. Ouais, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, finalement, toi et moi. Qu'est-ce qui se passe du coup derrière? Comment tu chemines, Élise, pour retrouver un peu ta voix, pour faire clarté? Comment ça se passe? Alors, je sais que quand je suis partie, bon, alors je savais pas du tout où j'allais. C'était l'angoisse du vide, vraiment, mais l'angoisse complète. En revanche, j'avais une certitude, c'est que je ne voulais plus être avocate et je ne voulais pas être juriste d'entreprise. J'avais l'impression que ça allait être vraiment la même chose que ce que je faisais en étant moins bien payée sur des problématiques beaucoup plus chiantes. Ok. Donc ça, je savais que je voulais pas faire ça. Je savais que j'aspirais à autre chose, mais bon, c'est très compliqué. J'avais quand même le sentiment d'être extrêmement surspécialisée, ce qui est pas totalement faux. C'est pas déconnant de dire qu'on est surspécialisé quand on fait du droit à la concurrence sur ce type de dossier-là, parce que chez Darrois, on fait pas droit à la concurrence au sens large. Donc je me disais, mais mince, enfin, vraiment, c'était un peu paniquant. Donc il y a plusieurs choses qui sont passées à ce moment-là. Déjà, j'ai décidé rapidement d'arrêter de chercher ce que j'allais faire, de prendre quelques mois pour moi, ce qui est pas facile non plus parce qu'on n'a pas le chômage quand on quitte un cabinet comme Darrois. J'étais pas salariée, donc voilà. Mais bon, malgré tout, je pouvais quand même tenir au moins quelques semaines. Donc j'ai voyagé, j'ai pris du temps pour moi. Je suis allée d'ailleurs à l'époque à Madagascar voir mon père. Bon voilà. J'ai en parallèle fait le choix de te contacter à l'époque précisément parce que je sentais que tu pouvais m'aider dans le cadre pardon, d'un coaching de reconversion professionnelle. Donc c'est ce que j'ai amorcé avec toi. Et puis bah, j'ai un peu lancé des bouteilles à la mer dans tous les sens. En disant, en gros, le message c'était, je suis avocate, voilà mon parcours. J'ai plus envie d'être avocate. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer en fait? Enfin, je me suis avoir envoyé des candidatures dans la prison dans laquelle j'étais bénévole. Enfin, c'est pour te dire. Et j'aurais adoré, je pense, parce que vraiment là pour le coup, en termes de sens et tout, j'aurais adoré parce que le monde carcéral me tenait déjà un peu d'une autre manière qu'aujourd'hui. Mais tu vois vraiment, j'ai même envoyé des candidatures, des trucs qui avaient rien à voir. Enfin vraiment, je naviguais un peu à vue. Et Ouais. en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé rapidement, enfin, j'ai rapidement eu un échange avec Predictis, donc la boîte enfin, la Legal Tech que j'ai rejoint ensuite et dans laquelle je suis restée 5 ans. Et au moment où je les ai rejoints, au début pour une petite mission de responsable des partenariats, enfin, vraiment à ce moment-là, moi, j'avais décidé que je partirais faire un tour du monde. Voilà. Donc en fait, je leur ai dit, voilà, moi, je pars, en fait, je vais partir 10 mois. Donc, si vous voulez, on essaye quelque chose ensemble, mais sachez que dans 6 mois, je pars. Et donc, ils ont dit, deal, on fait comme ça. J'ai commencé à bosser chez eux. Et moi, ce qui m'a plu dans Predictis, en fait, à l'époque,
c'est que ça me permettait de rester liée, enfin oui, connectée en tout cas au monde du droit, qui est quand même un monde, mine de rien, que je connais, dans lequel j'ai un réseau, dans lequel j'ai des compétences. Enfin voilà, c'était d'une certaine façon ne pas me lancer totalement dans l'inconnu. Et tout en faisant en fait un truc qui est radicalement différent, parce que c'était une start-up qui venait de se créer, qui était en train d'exploser sur le marché, et surtout on n'allait pas me proposer d'être dans la technicité du droit, ce que je ne voulais plus. Tu ne voulais plus. Mais c'est ça, Ouais. je trouve très intéressant et dont je voulais faire part à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui. C'est, tu vois, cette faculté de finalement décider, OK, de changer pour retrouver plus de sens et en même temps, et j'appellerais même pas ça une prudence, mais presque l'intelligence de rester aussi, quand on l'aime, dans le même secteur, parce qu'en effet, il y a le réseau, parce qu'on connaît les codes, parce qu'on sait parler aux interlocuteurs et puis parce qu'on a le droit d'aimer aussi ce secteur-là. Oui, parce qu'en fait, tu vois, souvent dans les récits de reconversion, alors je trouve ça très bien hein, quand on voit Micheline, conseil machin en strat, je sais pas quoi, qui devient, qui fait de la poterie. Enfin, en fait, je trouve ça génial. Attends, je suis la première à adorer les activités manuelles, c'est un truc que je fais, mais j'adore le tricot, j'adore la couture, j'adore les puzzles. Enfin, je ne fais quasiment que ça dans ma vie perso. Enfin, vraiment. Mais moi, je dis bravo. Hein. Enfin, chapeau d'avoir eu ce courage. Mais souvent, quand même, je m'interroge sur qu'est-ce qu'il y avait derrière. Soit c'est quelqu'un qui a vraiment les reins très solides, qui a une famille qui assure financièrement le truc et qui, la nana, elle se dit, OK, je peux faire ce que je veux, je tente et si ça me plaît, tant mieux. Mais en fait, moi, c'est pas mon cas. Enfin, c'est-à-dire que mon père, à l'époque, s'était déjà réinstallé à Madagascar. Ma mère est issue enfin, ma mère est très modeste. Enfin, je veux dire, elle vit très modestement. Enfin, c'est évident qu'elle allait pas me baquer de ce point de vue-là. Elle-même, elle comprenait pas tellement mon choix à l'époque de quitter une situation qui était celle que j'avais. Enfin, vraiment, en fait, quand je vois ce genre de reconversion, je me dis, mais c'est génial, vraiment. Mais soit la personne, elle est vraiment très bien entourée, très baquée, soit elle a un courage de dingue, soit en fait, elle avait vraiment déjà cette idée précise. Et donc, il y avait une forme de passion qu'elle avait besoin de mettre en pratique, où il y avait une aspiration qui était évidente. Enfin, quand vraiment quelqu'un rêve de faire un truc, ben, évidemment qu'il y aille. Et je comprends que dans ce cas-là, on trouve le courage de le faire. Mais quand on n'a pas d'idée précise, enfin, moi, je n'avais pas d'idée précise, franchement. Je me Il y a souviens. des choses qui me plaisaient, bien sûr, j'avais des idées de métier qui pouvaient me tenter, mais c'était pas suffisamment précis. J'étais pas suffisamment baquée par ailleurs pour me dire, bah vas-y Élise, tente d'être couturière. Enfin, je sais pas, voilà. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que je trouve ça cool de pouvoir avoir un peu de temps en temps quand même de sang-froid dans ce genre de transition et se dire, voilà, le milieu dans lequel je suis, tout n'est pas acheté, quoi. Enfin, voilà. Absolument. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi comme type de cheminement. Et d'ailleurs, tu as commencé à parler un petit peu de l'entourage, mais c'est vrai qu'on dit souvent, en tous les cas, nous, dans notre domaine de l'accompagnement, que quitter un poste ou en tous les cas une étiquette socialement prestigieuse, c'est parfois compliqué. Pas forcément d'ailleurs pour soi, mais davantage par le jugement et la curiosité presque que te renvoient les autres. Comment ça s'est passé pour toi quand justement tu parlais de ta maman, quand tu as dit, ça y est, au tiers que tu Ouais, voulais ouais. être avocate? Alors ça, tu sais, Marina, c'est vraiment en plus un sujet. Je crois que c'est un peu peut-être le chemin de toute une vie, hein, d'essayer de s'affranchir pleinement du regard des autres. Je dois dire qu'effectivement, la première fois que j'ai dû pleinement bah, essayer de voilà de faire mes choix sans tenir compte de ce qu'en pensait mon entourage, alors c'était peut-être pas la première fois, mais c'était probablement l'une des premières fois les plus importantes dans ma vie. Effectivement, quand j'ai fait ce choix-là. Bon, même si avec le recul, je me dis qu'en réalité, j'avais quand même pas non plus grand-chose à perdre. Enfin, je le pense aujourd'hui, je le pensais moins sur le coup. Bien sûr. Mais c'est sûr que sur le coup, évidemment qu'on en parle autour de soi. Il y a deux choses que je veux dire par rapport à ça. La première, c'est que moi, quand j'ai quitté le cabinet, j'étais sûre de moi, en fait. Oui. C'était angoissant, mais j'étais sûre de moi. Donc, j'ai pas tellement, à l'époque, pris l'avis de mes proches pour qu'ils me confortent dans ma décision. Enfin, vraiment, au moment où je suis partie, j'étais sûre que je voulais partir. J'étais dans l'angoisse totale, mais je voulais partir. Donc je les ai pas sollicités pour voilà pour qu'ils m'aident dans ce sens. En revanche, je les ai forcément informés. Et là, c'est vrai que enfin, ce qu'on entend, ça n'aide pas quoi. Enfin, franchement, enfin parfois ça aide évidemment, hein, mais souvent ça n'aide pas parce que les gens comprennent pas. Enfin, les gens ont peur pour vous en fait. Enfin, pour vous, ils se demandent si vous faites le bon choix. Alors qu'en réalité. Avec le recul que eux ont de leur position, enfin, je veux dire, je comprends même pas pourquoi j'ai pas été plus encouragée à l'époque, franchement. Oui, oui. Tu as eu quoi comme type de réflexion ou de remarque ou de retour? Tu te souviens? Bah oui, je me souviens que c'était, enfin, et une fois encore, je peux pas lui en vouloir. Je pense souvent à ma mère à l'époque qui, tout en m'assurant bien entendu qu'elle m'aimerait toujours et comme le ferait probablement la majorité des mères, mais me disait, mais Élise, en fait, enfin, en gros, son message c'était, tu vois de là où on vient, en fait. Tu vois où tu avais réussi à être, et en fait, tu vas lâcher tout ça pour on ne sait pas quoi. Enfin, voilà. Donc là, tu te remets dans la vulnérabilité, dans la précarité financière. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu lâches en fait un truc qui est précieux. J'entends, ok, c'est dur, mais bon, peut-être. Enfin, voilà. En attendant, il y a pire dans la vie, et c'est vrai, il y a toujours pire dans la vie. Voilà, c'est vrai. Mais sauf que j'avais pas de doute.
J'avais pas de doute. J'ai eu des doutes avant de quitter le cabinet. Je me souviens quelques mois avant, j'avais des doutes, mais au final, j'ai attendu d'être sûre. Et j'ai bien fait parce que du coup, j'étais sûre de moi en le faisant. Mais oui, ce que tu me disais à l'époque, Élise, et je me souviens de mon ressenti quand on s'est rencontrés, en tous les cas les premières fois, et puis après pendant nos séances, c'était quand même une sacrée soif de croquer le monde et d'en profiter à ce moment-là. Bah ouais, franchement, Tellement complètement. enfermée dans Je ton me suis travail. dit, mais ouais, je me suis dit, quitte à partir, mais je vais pas me faire chier, quoi. Enfin, pardon de le dire ainsi, mais enfin, il faut que j'en profite, quoi. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Voilà. Enfin, allons-y. Bien sûr, bien sûr. Alors, je le disais, hein, le tour du monde a été un peu écourté, si je ne me trompe de mémoire, hein, Oui. par le Covid, c'est ça? Ouais, enfin, au final, écourté, effectivement, mais bon, j'en ai quand même bien profité parce qu'on devait partir 10 mois. On est rentré au bout de 7 mois. C'était quand même chouette. Et là, du coup, après, tu démarres ta nouvelle vie professionnelle, en tous les cas, dans ce nouvel environnement Tout à fait. sur ce nouveau cœur de métier. Et justement, du coup, Élise, concrètement, comment tu as fait pour faire ce switch intellectuel et de posture aussi entre l'avocate que tu étais et la responsable, directrice com et marketing? Est-ce que tu t'es Mm. appris de façon empirique? Est-ce que tu t'es formé en parallèle? Comment ça s'est passé? Comment tu as Ah glissé ouais. de posture? Alors déjà quand même, comme je te disais tout à l'heure, ça a commencé par une petite mission, puis en fait, comme la boîte était en train vraiment de grandir, enfin j'ai un peu grandi avec la boîte, donc je suis pas arrivée tout de suite en étant dire marketing, relations publiques de Prédictis. Ça s'est fait progressivement. Mais en fait, ce qui est certain, c'est que je me souviens très bien des premiers. Enfin, j'ai vraiment une sensation qui est restée ancrée, celle que j'avais quand je suis arrivée les premières semaines chez Prédictis. Mais j'avais l'impression d'être dans un monde de bisounours. Et en fait, c'est bon, évidemment que ce genre de structure a ses limites et que j'ai pu en découvrir certaines au fil du temps, mais malgré tout, il y a quand même un truc où je me disais, mais c'est dingue, j'ai un onboarding, enfin, les gens sont sympas, globalement, ou en tout cas essaient de l'être. Et puis bon, bah, en fait, c'est sympa de voir des gens qui croient à un projet, qui essaient de faire équipe, et puis enfin, comment dire, où on est assez respectueux quand même en fait de la vie privée des gens, quoi, et de ce qu'ils sont en tant qu'être humain, enfin mine de rien quand même. Même si j'ai plein de choses à reprocher à Prédictis sur plein d'autres sujets, mais enfin, franchement, je me souviens de m'être dit, c'est quand même cool. Et Ouais. alors, certes, j'avais peut-être pas la même stimulation intellectuelle, j'étais pas sur un truc très, on va dire, je vais dire très ambitieux. Le terme est vraiment impropre, hein, parce qu'il y avait plein d'ambitions chez Prédictis, mais tu vois, on n'est pas sur un truc où je peux me faire mousser dans les dîners mondains, quoi. Avec autant Clairement, d'acuité intellectuelle. ouais, et puis tu vois, c'est moins prestigieux. Voilà, c'est ça, c'est pas prestigieux. Enfin, c'est moins prestigieux, surtout au début. Prédictis était peut-être pas à peine connu parce que c'était quand même bien implanté, mais tu vois, c'était moins prestigieux. Mais en fait, qu'est-ce que je m'en foutais d'être dans un truc prestigieux? Dans le fond, moi, je m'en fous, en fait. Tu vois, et j'appréciais vraiment ce côté cool de me dire, mais la vie est quand même plus douce. Et donc, ça m'a permis probablement de faire le switch. Et après, bah, j'étais aussi contente de plus être dans la technicité, franchement, de plus être dans ce niveau de responsabilité, de pas possible pour des histoires de mots, de règles, de trucs, de lignes qu'on a lues ou mal lues ou lues de travers. Enfin, vraiment, je trouvais que la com et le marketing, en fait, enfin, les relations publiques, on va dire de façon générale, c'était plus fun, mine de rien, même si ça reste dans le monde du droit. C'est moins fun, effectivement, que, je sais pas, dans les cosmétiques ou je ne sais quoi, mais c'est quand même plus fun. Enfin, c'est plus fun, c'est plus créatif, en fait. Et Oui, ça m'a quand même plu, très oui, vite. je comprends parfaitement bien. Te connaissant, je comprends d'autant mieux. Et puis, moi, je me souviens que du coup, cette bascule que tu as faite, ça t'a aussi permis, en fait, d'aller cultiver des choses en dehors du travail, là où tu n'avais plus du tout le temps lors de ton Ah expérience. bah ouais. Ah bah c'est clair. Là, je me suis mise à fond dans mon activité de bénévole, enfin de visiteuse de prison. C'est là aussi que j'ai commencé à être visiteuse, non pas visiteuse, pardon, mais bénévole, tu sais, dans le collectif. Je sais plus si on en avait parlé à l'époque, mais Bienvenue sur les marches, où je donnais des cours de français aux réfugiés à Paris. Enfin, j'ai fait plein de trucs en vrai, mais qui m'épanouissaient tellement, dans lesquels je trouvais enfin, une telle raison de m'épanouir, d'avancer. Enfin, vraiment, très rapide. Enfin, il n'y a pas eu un moment où j'ai regretté, en fait, le choix. Alors, c'est sûr que je gagnais beaucoup moins qu'avant. Je suis passée par des phases un peu de flip, un peu de vide artistique. Bon, mais il n'y a pas un seul jour, et on me l'a souvent dit, mais tu regrettes pas, mais t'envisages un jour de retourner dans la profession, mais je veux dire, de faire my dead body, quoi. Enfin, vraiment. Oui, 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 oui. Et ça, c'est pour moi, tu vois, c'est là où une reconversion est réussie, c'est quand de toute façon l'après est mieux que l'avant. Et puis en plus de tout ça, Élise, je vais essayer de faire le pont un peu entre tout ce dont on vient de parler et aussi le bénévolat, parce que mine de rien, ta première carrière, j'imagine, et puis tes facultés en tant qu'avocate et ton acuité intellectuelle, le réseau, etc., etc., a dû aussi considérablement t'aider dans le combat que tu as mené pour ton papa, le fait de savoir parler droit.
Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, enfin, pardon, je reviens juste en arrière sur un point par rapport juste à la formation, parce que je croyais que tu allais me dire que mon parcours, enfin ma formation en cabinet m'avait aidé dans mes nouvelles fonctions, mais quand même, ce que je voulais juste te dire avant, c'est que bien sûr, je me suis quand même formée. Enfin, le marketing, les relations publiques, la com. Enfin, bon, je pense que quand on n'est pas, enfin, on a la tête pas trop mal faite, normalement on s'en sort. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux quand on connaît les outils, quand on a les bons réflexes, etc. Donc, j'ai fait quelques formations, quelques trucs, mais j'ai quand même appris essentiellement les choses empiriquement quand même, enfin sur le terrain. Voilà, c'était juste pour répondre à ta question de tout à l'heure. Maintenant, ce que tu disais là pour reboucler par rapport au combat de mon père, mais c'est évident. Enfin, c'est-à-dire que dans ce genre de combat, il faut savoir convaincre beaucoup de gens. Beaucoup de gens. J'ai rencontré un nombre de personnes et vraiment très important en fait. Enfin, dans ces 4 années, des gens de tout milieu, de tout, qui avaient probablement quelque chose à m'apporter, peut-être une petite aide, peut-être une grande aide, peut-être qu'ils pouvaient être déterminants dans le processus. Enfin, on ne sait jamais à l'avance. Moi, je me suis présentée dans plein de postures différentes, la fille du détenu, l'avocate qui se bat aussi sur le plan juridique parce que j'ai fait un recours à l'ONU. Enfin, bon bref, il y a eu énormément de, voilà, de statuts divers et variés dans lesquels j'ai dû me fondre en fait pour convaincre des gens pour pouvoir m'aider, eux-mêmes qu'ils en parlent à d'autres gens, pour pouvoir obtenir d'eux une information, pour pouvoir mettre en... Enfin, vraiment, effectivement, savoir parler. Alors, je sais pas si je sais parler, puis là, en plus, j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on est tellement sur un registre spontané que je parle très mal, mais, Très bien. mais savoir parler, savoir écrire, en fait, savoir communiquer, expliquer les choses et à la fois ne pas non plus perdre de vue que je menais quand même tout ce combat parce que j'étais une fille éplorée. Donc, il y avait aussi tout l'aspect quand même affectif et émotionnel qu'il fallait imbriquer dans un truc enfin, dans un truc plus froid, quoi, quand même. Donc, bah oui, tout ça, c'est de la communication et c'est sûr que être avocate, avoir appris à manier l'art des mots, avoir appris à me faire entendre, à m'exprimer, à convaincre, à persuader, probablement que ça m'a aidé, c'est sûr, c'est certain. Oui, très, très, très certainement, je l'imagine bien en tous les cas. Et je reviens sur Élise, sur le bénévolat. Moi, ce que je trouve fou, c'est que tu le disais tout à l'heure, c'est que finalement, la prison, entre guillemets, t'as appelé avant même le combat pour ton papa. Effectivement, tu le disais, hein, je me souviens que tu as été notamment bénévole pour l'association Wake Up Café. Ouais. Euh, œuvre dans la réinsertion d'anciens détenus, et puis tu es visiteuse à la maison d'arrêt de Nanterre depuis 9 ans dans le cadre de l'Association nationale des visiteurs de prison. Et je me souviens, quand tu as démarré, je me souviens très très bien de ça. Comment tu relis aujourd'hui le fait d'être allé dans cette voie-là en tant que bénévole avant que ton papa se retrouve lui-même Ouais. incarcéré? C'est fou quand on y réfléchit. Non, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Alors après, bon, il y a plein de raisons qui m'ont conduite à me lancer dans ce bénévolat-là. Alors d'ailleurs, je précise juste que là, cette dernière année et demie, j'ai interrompu. Alors évidemment, c'est pas définitif, hein, mais mon activité de bénévole parce que je pouvais plus tout gérer. Là, c'était trop compliqué avec mes 2 enfants en bas âge. Même si je l'ai fait au début, mais en tout cas, là, moi, je me suis dit bon, stop, on met un peu en stand-by. Je peux pas me consacrer autant à mon père, à ma vie de famille, à mon nouveau travail, etc. Donc là, je ne suis plus bénévole en ce moment. Je le précise juste parce que c'est important quand même d'être précise là-dessus. Mais tu as raison, j'ai fait ça pendant très longtemps et je vais continuer, hein, je vais reprendre. Ce qui est sûr, c'est que le monde carcéral m'a toujours attiré en fait. Je me suis toujours dit que derrière ces murs, enfin, on fait une scission bien trop nette, bien trop manichéenne en fait entre le monde de la prison et ce qu'il y a en dehors de la prison. Alors qu'en fait, dans la prison, il y a des gens comme vous et moi, il y a nos voisins de demain, ceux qui côtoieront nos enfants. Enfin voilà, donc il y a aucune raison en fait de marquer une telle différence. Et donc, je me suis toujours dit que ça pouvait être intéressant d'aller à l'intérieur pour comprendre ce qui s'y joue et pour quand même préserver un peu bon, c'est un truc un peu basique ce que je vais dire, mais quand même la part d'humanité de chacun. C'est-à-dire que ce sont quand même des hommes à l'intérieur et tous ne sont pas des fournirets ou des, enfin voilà, vous voyez, et même un fourniret dans l'absolu, mon raisonnement s'applique aussi. Enfin, je sais que c'est difficile à entendre. On m'a souvent dit, ouais, mais bon, si en face de toi, tu tombes sur un mec qui est capable de violer tes enfants. Alors évidemment qu'un mec qui viole mes enfants demain, mais en fait, je les tripe en fait. Enfin, le mec, je lui arrache la peau et voilà. Enfin, et, et je le tue à petit feu, évidemment. Mais sauf que tout l'intérêt justement d'être visiteur de prison, c'est d'aller voir des gens qui ont fait des choses aussi horribles que cela, mais pour lesquels vous n'avez pas ce sentiment de haine précisément parce que vous n'êtes pas directement touché. Et vous pouvez justement leur offrir une fenêtre sur le monde extérieur qui est capitale parce que ces gens, ils vont sortir demain, en fait. Et donc, on a tous intérêt collectivement à ce qu'ils soient le mieux réinsérés possible. Donc voilà, c'est en ce sens que j'ai un peu bâti mon engagement bénévole. Et c'est vrai qu'après, le fait que mon père se retrouve à son tour otage politique dans une prison à l'autre bout du monde où je pouvais pas aller le voir,
voilà, avec tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, évidemment que ça a alimenté mon envie d'être utile pour ceux qui sont un peu plus proches de moi, en l'occurrence à la maison d'arrêt de Nanterre. Et il y a eu un documentaire d'ailleurs Oui, oui, oui. qui a Ouais, ouais, été. tout à fait. Ouais, ouais, alors ça, c'est un documentaire vraiment que la journaliste Charlotte Marie a réalisé. Donc il y a quoi? Il y a maintenant 2 ans. Alors attends, il est sorti. Je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. Oui, c'est ça. J'y étais. Enfin, pendant le tournage, j'étais enceinte. Donc oui, c'est ça. Il a dû sortir il y a à peu près 2 ans. Et c'est vrai que c'est super que cette journaliste ait fait le choix de mettre la lumière sur un bénévolat qui est très très méconnu en réalité. Alors qu'on a besoin de bénévoles en prison, vraiment. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi à signaler. C'est quoi le parcours, Élise, pour devenir bénévole en prison? C'est en fait assez simple. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai été au début bénévole dans le cadre de l'ANVP, donc l'Association nationale des visiteurs de prison. Oui. Ce n'était plus le cas après, parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on peut être bénévole, enfin, on peut être visiteur de prison sans passer par la NVP. Bon, ceci étant dit, c'est quand même la seule association qui cadre un peu, enfin, qui cadre. C'est la seule association, en tout cas, de visiteurs de prison en France. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc moi, à l'époque, je suis passée par cette association, je leur ai écrit. J'ai évidemment passé une sorte d'entretien au niveau de l'association. Puis ensuite, j'ai été mise en relation avec la maison d'arrêt dans laquelle je souhaitais être bénévole, et j'ai donc passé un entretien avec la SPIP. Et puis ensuite, je pense qu'il y a une petite enquête de police pour s'assurer que tout allait bien. Et très rapidement, non pas très rapidement justement, ça a mis du temps, mais malgré tout, avec le recul, je me dis que c'était pas si long que ça. J'ai eu un agrément pour la maison d'arrêt de Nanterre. Donc une fois qu'on a cet agrément, on peut pas être bénévole, enfin se pointer dans n'importe quelle prison de France et de Navarre. Et ensuite, simplement, on assure son rôle de bénévole sur le rythme qui nous convient. C'est ça qui est quand même génial. On y va quand on veut, au rythme que l'on souhaite. Et puis, on peut avoir plein de détenus que l'administration pénitentiaire nous attribue d'une certaine façon pour pouvoir échanger avec eux, généralement au parloir avocat. Sur vraiment un format qui est très très libre. On fait vraiment ce qu'on veut dans le cadre de ce temps avec le détenu. On peut faire des jeux de société, des cours de français, parler de la pluie et du beau temps, lire des bouquins, enfin on fait ce qu'on veut. Et détenu homme et ou femme? Alors, la maison d'arrêt de Nanterre est une maison d'arrêt d'hommes. Donc, moi, je n'ai eu que des hommes, mais il y a certains visiteurs de prison qui sont visiteurs dans des maisons d'arrêt dans lesquelles, enfin, ou même dans d'autres établissements pénitentiaires, des centrales et autres qui sont aussi peuplés de femmes. Et c'est vrai que je trouve ça génial. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire maintenant. J'aimerais bien être bénévole enfin, visiteuse dans des maisons d'arrêt dans lesquelles il y a des femmes. Ça m'intéresserait pour des tas d'autres problématiques qui sont évidemment propres à la condition féminine et qu'on ne retrouve pas avec les hommes par définition. Donc, j'aimerais bien, ouais. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, Élise, ton quotidien en tant que directrice com et marketing en cabinet d'avocat, ça ressemble à quoi? Alors j'ai beaucoup de choses à faire, évidemment, t'imagines bien, parce que donc Square, c'est un cabinet d'avocats full service en droit des affaires, 9 bureaux en France, 110 avocats, donc il faut quand même se rendre compte que c'est une grosse structure. Et en tant que DIRCOM marketing, en fait, je m'occupe, donc sur l'aspect com, je m'occupe à la fois de la com interne, donc au sein du cabinet, pour les 110 avocats du cabinet. Je m'occupe pardon, également de la com externe, donc relations presse, réseaux sociaux, enfin, en fait, tout ce que tu peux imaginer qui relève de la com externe d'un cabinet d'avocats. Et marketing, donc évidemment, c'est lié. Mais tu vois, un exemple, c'est que je vais gérer toutes les submissions pour les rankings divers et variés du cabinet. Enfin, voilà, là, je te brosse un portrait extrêmement large, mais c'est vraiment un poste qui est très, très, qui implique quand même des activités extrêmement diverses, extrêmement variées. Donc ça, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup. J'apprends beaucoup au cabinet parce qu'en fait, j'ai exercé jusqu'à présent le market dans une start-up de la Legal Tech. Donc je m'adressais à des avocats, bien sûr, mais comment dire, j'assurais plutôt la communication autour d'un produit qu'on proposait aux avocats. Là, vraiment, moi, mon job, c'est de mettre en valeur le cabinet et nos avocats. Et ça, je trouve ça hyper stimulant. C'est un job qui implique beaucoup d'humains parce que je fais beaucoup d'interviews, je veux évidemment bien les comprendre pour pouvoir bien les mettre en valeur. Donc ça, je trouve ça très très chouette. Et puis, comme c'est un cabinet très récent qui est très innovant, hein, vraiment Square. Bon là, l'idée est peut-être pas d'en parler longuement, mais vraiment le business model du cabinet est très innovant. Il est d'ailleurs unique en France, et ça fait que on est à la fois vraiment enfin, on est très observé en fait sur le marché. Donc c'est intéressant en fait de communiquer à un moment où les gens regardent ce que vous faites. C'est quand même assez stimulant.
Et puis surtout, il y a tout à faire encore, parce que le cabinet n'a que 6 ans. J'ai eu vraiment la chance de pouvoir rejoindre ce cabinet grâce à Olivier et Damien, qui ont donc cofondé le cabinet. Et Olivier était en fait, le cabinet était un client de Predictis. C'est comme ça que j'ai eu cette opportunité. C'est qu'un jour, j'ai interviewé un client de Predictis, en l'occurrence Olivier Lopez, qui m'a proposé en fait 2 jours plus tard de rejoindre le cabinet puisqu'il cherchait sa DIRCOM en fait. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et en fait, ils ont des idées mais tellement novatrices, tellement différentes de ce que j'ai pu croiser jusqu'à présent que c'est très très enrichissant de travailler à leur côté et de construire, de continuer, enfin de les aider à construire le cabinet de leurs rêves en fait. Et voilà. Formidable. Tu as vraiment opéré une belle reconversion. Et Élise, aujourd'hui, est-ce que tu as le temps, en dehors de ton boulot, pour faire des choses pour toi? Ah, ça, c'est vraiment... c'est une bonne question. Alors, je pense que maintenant, je vais l'avoir, le temps. Depuis que mon père est libéré, je vais peut-être avoir le temps. Jusqu'à présent, je le faisais, oui, bien sûr. J'ai continué à faire du sport. J'ai quand même continué un certain temps d'activité bénévole en prison. Je passe énormément de temps avec mes amis parce que voilà, ma vie amicale est riche et je trouve ça important de la préserver. Mais surtout, j'ai quand même une famille. Et donc, quand vous vivez dans votre famille avec 2 enfants en bas âge, il était évident que, en tout cas pour moi, ça a été ma priorité depuis le jour où ils sont nés. Même avant d'ailleurs, à partir de ma grossesse, on peut dire. Et donc l'essentiel de mon temps leur est consacré. Enfin, l'essentiel, je sais pas si c'est pertinent de le dire comme ça, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail et autres, mais en tout cas, dès que j'ai du temps, c'est à eux que je leur consacre. Et ensuite, quand ils se sont couchés, s'il le faut, je passais des nuits blanches à gérer l'affaire de mon père, à courir dans les ministères, à rencontrer tous les politiques de la Terre. Voilà, mais mes enfants ont toujours été ma priorité. Donc forcément, la variable d'ajustement dans tout ça, ça a été moi. Bien sûr. Et ça, c'est dur parce que ça fait 4 ans et demi que je me suis mise de côté. C'est sûr, c'est certain, mais j'ai quand même fait des choses et puis je suis fière d'avoir réussi à tout faire. Certes, parfois en me mettant un peu de côté, mais je savais que ce combat arriverait un jour à son terme et c'est arrivé. Donc voilà, maintenant, une nouvelle ère, un nouveau chapitre de ma vie va s'ouvrir. Est-ce qu'on peut conclure, Élise, en disant qu'en fait, toi aussi, maintenant, tu vas retrouver ta liberté? Très clairement, enfin, bien sûr qu'on peut conclure comme ça. En plus, vraiment, le mot liberté en ce moment prend tout son sens parce que déjà, c'est quand même la valeur cardinale du cabinet que j'ai rejoint. D'ailleurs, je te disais tout à l'heure que j'ai fait le choix de rejoindre ce cabinet-là et pas un autre, et pas Darrois, et pas Bredin et autres, précisément parce que j'ai plus envie de me retrouver dans des structures à l'ancienne qui, pour moi, perpétuent un modèle en fait qui peut pas fonctionner sur le marché très longtemps. Et donc vraiment, le maître mot chez Square, c'est la liberté. Et comme par hasard, au même moment, mon père se fait libérer et moi, je vais enfin pouvoir retrouver du temps pour moi et vivre effectivement libre et en accord avec ce que je suis. Donc c'est quand même effectivement une bonne façon de conclure. Je suis d'accord avec toi, Marina. Synchronicité heureuse, mille merci. Merci beaucoup, toi aussi, Marina. À bientôt. L'épisode est terminé. J'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et TikTok. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Cheminement d'oser rêver sa carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. À très bientôt et surtout, prenez soin de vous.